Au moment où nous débutons l'examen de cette proposition de loi visant à créer dans notre Assemblée une délégation aux droits de l'enfant, je reconnais bien volontiers une certaine émotion. Une certaine émotion aussi car pendant longtemps nous avons cessé collectivement de voir les enfants comme des sujets de droit à part entière. Nous refusions d'admettre que les problématiques qui les touchaient étaient diverses et englobaient finalement l'ensemble de nos politiques publiques. Une certaine émotion enfin car je sais que cette délégation aux droits de l'enfant est attendue depuis de longue date. Plus de 20 ans par l'ensemble des acteurs. À cet égard, permettez-moi de remercier les associations, collectifs et toutes les personnalités engagées qui nous regardent aujourd'hui et qui œuvrent sans relâche pour que le droit de l'enfant soit davantage reconnu, davantage protégé et qui, publiquement, ont fait le choix de soutenir cette proposition de loi. Le constat est simple. De nombreux défis doivent être relevés pour assurer le respect des droits de l'enfant. Si je me félicite de la récente création d'une délégation aux droits de l'enfant à l'Assemblée nationale, il n'est pas question ici de jouer le mimétisme. Depuis 2018, avec un certain nombre d'entre vous, sur tous les bancs, nous avions décidé de la création d'un groupe informel pour travailler sur la question de la protection de l'enfance. Parce que le Sénat se devait d'avoir une entité dédiée aux questions de l'enfance, j'avais également demandé en 2020 la création d'un groupe d'études au sein de la Commission des affaires sociales auprès de sa présidente, mais malheureusement, une nouvelle fois, nous avons essuyé un refus. Soyons tout à fait honnêtes, cette détermination à travailler sur les questions de l'enfance ne date pas de cette proposition de loi. Déjà en février 2003, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi à l'unanimité tentant à la création d'une délégation parlementaire aux droits de l'enfant, présentée par le président du groupe UMP de l'époque, Jacques Barrot. Ce texte n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du Sénat. En 2009, notre collègue du groupe LR, Joël Garriomella, avait déposé cette même proposition de création de délégation aux droits de l'enfant au Sénat. Notre rapporteur général du budget de la Sécurité sociale, Elisabeth Doineau, avait également proposé la création de cette délégation. Plus récemment, la présidente Assassi et le groupe CRCE ont déposé en 2019 la création d'une telle délégation. Vous le voyez, chers collègues, la question de l'enfance rassemble, au-delà de nos étiquettes, et traverse même le temps. Le texte que je vous présente aujourd'hui le démontre une fois encore. Car il est assez rare de le souligner que cette proposition de loi est aujourd'hui co-signée par plusieurs sénatrices, plusieurs sénateurs de tous les groupes, des LR au CRCE, en passant par RDSE, centristes, écologistes et socialistes. Toutes les sensibilités de notre Chambre y sont représentées. Alors nous pourrions nous dire que cet arc républicain suffirait à assurer le succès de cette proposition de loi, mais nous le savons, c'est jamais aussi simple que ça au Sénat. J'entends les réticences de Madame la rapporteure concernant la multiplication des délégations ou encore de groupes d'études. Je suis d'ailleurs moi-même pour la rationalisation. Je les entends car ce sont les mêmes depuis 20 ans. Les mêmes arguments qui, en 2003, en 2009, en 2019 et maintenant en 2022, nous indiquaient qu'il ne fallait surtout pas créer de nouvelles délégations et de nouveaux groupes d'études. Et pourtant, chers collègues, je me suis penché sur les délégations que nous avons actuellement. Et si nous mettons de côté l'OPEX créé en 83 par la loi ou la délégation aux droits des femmes créée en 99 également par la loi, nous avons depuis 2007 créé 5 délégations. 2007, délégation au renseignement. 2009, délégation aux collectivités locales. 2009, toujours délégation à la prospective. 2011, délégation aux Outre-mer. Et la dernière et pas des moindres, 2014, création de la délégation aux entreprises créée par le bureau. Et donc, en 20 ans, il n'est jamais le moment de créer une délégation aux droits de l'enfant. Et pourtant, notre Chambre a continué de créer légitimement un certain nombre de délégations utiles au travail parlementaire. Mais la question de l'enfance, ce n'est pas une question annexe. L'enfance, par sa diversité, par l'éventail des thématiques qu'elle regroupe, est en soi un sujet majeur. Oui, chers collègues, les droits de l'enfant, ce n'est pas un sujet mineur. Sommes-nous capables de considérer les droits de l'enfant comme une priorité de nos politiques publiques ? Et donc, par définition, un sujet transversal dans notre institution. Madame la rapporteure nous indiquera sans nul doute tous les travaux que notre Chambre a menés sur le sujet de l'enfance. Et à raison, nous avons beaucoup travaillé sur l'enfance. Mais je pense que si c'est important que nos travaux sur l'enfance ne doivent pas fonctionner en silo, mais bien de façon transversale auprès des commissions permanentes. Il ne s'agit pas, comme certains le dénoncent, d'une proposition exclusivement symbolique. Bien sûr, il y a une dimension symbolique, puisque la création d'une telle délégation aux droits de l'enfant enverrait un signal fort au monde de l'enfance qui demande cette création depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, à l'inverse, un refus de la création de cette délégation enverrait un message catastrophique à l'opinion publique sur la Chambre haute. Mais au-delà de cette portée symbolique, il y a un enjeu beaucoup plus fort. Les délégations ont le temps de travailler sur le fond, de prendre le temps d'alimenter par des auditions, des rapports, des travaux des parlementaires et des commissions pour mieux légiférer sur des rapports d'expertise. Par ailleurs, si nous passons la dimension symbolique et la dimension utile d'une telle délégation, il faut rappeler qu'en ce qui concerne l'enfance, ce sont les départements qui sont chefs de file.
Il s'agit donc d'une politique décentralisée. Il est donc souhaitable que le Sénat, chambre des territoires et représentant des collectivités, puisse s'intéresser sur ce sujet et s'empare fortement de cette politique. Je souhaiterais d'ailleurs prendre l'exemple de la délégation aux droits des femmes qui effectue un travail remarquable à l'image de son dernier rapport sur la pornographie. Cette délégation fonctionne bien par l'apport de ses réflexions, de ses travaux et finalement alimente la réflexion du Parlement et de l'exécutif pour mieux légiférer. Il y a 33 ans, chers collègues, la France ratifiait la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui nous obligeait à mettre l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur de nos politiques publiques. Car, chers collègues, les enfants, ce n'est pas seulement des petits êtres qu'il nous faut protéger. Les enfants, ce sont des sujets de droit à part entière. Alors certes, depuis 1990, de nombreuses réformes législatives ont été adoptées en vue de mettre notre droit en conformité avec cette convention. Parmi les réformes figurent notamment la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, celle de notre collègue Philippe Bas du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, celle de 2016 de Laurence Rossignol s'appuyant sur les travaux de Michel Meunier, ou encore la loi de 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires et pour finir, celle portée par le gouvernement actuel en février 2022. Beaucoup a été fait, mais le constat reste alarmant, chers collègues. Un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. 25% des sans domicile fixe de moins de 25 ans ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. 70% des jeunes de l'ASE sortent sans diplôme. Les enfants sont les victimes directes ou indirectes des violences intrafamiliales ou encore de l'inceste qui démontrent bien le lien entre la violence et la santé. 500 enfants de moins de 6 mois sont victimes chaque année du syndrome du bébé secoué qui, par manque de prévention auprès des parents ou des tiers gardiens. 75% des survivants ont des séquelles physiques ou mentales irréversibles. 50 000 enfants sont victimes de violences physiques et psychologiques chaque année et près de 100 000 enfants ne sont pas scolarisés. 15% des jeunes en France connaissent un épisode dépressif caractérisé et ces amphis suicidaires qui malheureusement se concrétisent parfois ont augmenté de 20% depuis la crise sanitaire. Le suicide d'ailleurs est la deuxième cause de mortalité entre les 10 et 25 ans. Sur les violences numériques, ils sont souvent la proie d'agresseurs ultra présents sur les réseaux sociaux avec la question sous-jacente du harcèlement. Je pense également aux problèmes de malnutrition, aux problèmes d'obésité. 400 000 enfants porteurs de handicap sont scolarisés avec le défi de l'inclusion qui n'est jamais un long fleuve tranquille dans notre pays et qui malgré tout permet des vraies réussites. Mais aussi les inégalités sur le plan de la scolarité, du sport et de la culture, en particulier pour ceux qui sont en situation de handicap. Nous pouvons également parler des enlèvements parentaux à l'étranger, et je sais que nous sommes nombreux dans cet hémicycle à être sollicités et interpellés par les parents victimes restés en France. Mais aussi le sujet des mineurs non accompagnés et l'impact de cette augmentation ces dernières années sur nos départements. Et puis un chiffre qui est assez glaçant, d'ailleurs été mentionné par la Commission des affaires sociales, alors que son objectif concernait davantage la Commission des lois, preuve de la transversalité de ces sujets. Tous les 5 jours, un enfant est tué par un de ses parents, selon le dernier rapport de l'UNICEF. Mes chers collègues, tous ces sujets que je viens de citer, il en existe bien d'autres. La question des droits de l'enfant est intrinsèque. Et pourtant, ils sont traités indépendamment les uns des autres dans les différentes commissions qui composent le Sénat. Donnons un cadre institutionnel aux parlementaires engagés sur cette cause. Comme je vous le disais, il s'agit d'un moment attendu, important, attendu depuis 20 ans, attendu par les associations, attendu par les parlementaires, attendu par les professionnels, attendu par les enfants eux-mêmes et par l'opinion publique. Parce que la place de l'enfant doit être au cœur de notre société. Parce que le Sénat ne peut pas se détourner d'un travail de fond qui touche directement nos territoires. Parce que je sais que nous avons tous envie de rentrer ce soir dans notre circonscription avec la satisfaction d'avoir été utile pour notre pays. Mes chers collègues, je connais tous votre engagement en faveur de la question des droits de l'enfant, que ce soit ici à Paris ou chacun dans nos territoires, en Europe ou à l'international, au sein de la Haute Assemblée comme à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est pourquoi aujourd'hui, faisons ensemble le choix de nous tenir aux côtés de l'amélioration de la condition des enfants, parce que les droits de l'enfant ne sont pas des droits mineurs. Chers collègues, je vous invite à soutenir la création de cette délégation aux droits de l'enfant. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et la parole est maintenant à Madame Muriel Jourda, rapporteure de la Commission des lois, pour 10 minutes. Juin 2022, rapport d'information sur la lutte contre l'obésité. Octobre 2021, audition de M. Jean-Marc Sauvé, président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Octobre 2021,
Proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu. Octobre 2021. Projet de loi relatif à la protection des enfants. Septembre 2021, audition de M. Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'enfance et des familles. Mai 2021, proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote. Décembre 2020, audition de M. Adrien Taquet. 5 février 2020, stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, audition de M. Adrien Taquet. Février 2022, rapport d'information établissant le bilan des mesures éducatives du quinquennat. Février 2022, proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire. Juin 2020, proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Juillet 2022, audition de Mme Claire Hédon. Février 2022, proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation. Janvier 2022, proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire. Octobre 2021, proposition de loi visant à réformer l'adoption. Mars 2021, audition de Mme Claire Hédon. Janvier 2021, projet de loi ratifiant l'ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs. Janvier 2021, proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels et de l'inceste. Juin 2020, audition de M. Jacques Toubon, défenseur des droits. Juin 2020, proposition de loi visant à protéger les victimes des violences conjugales. Avril 2020, audition de M. Jacques Toubon. Janvier et février 2020, cycle d'audition sur le nouveau Code de justice pénale des mineurs. Janvier 2022, proposition de loi visant à encourager l'usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d'accéder à Internet. Voilà pour les travaux des commissions des affaires sociales, des lois et des affaires économiques. Travaux de la délégation aux droits des femmes. Septembre 2022, rapport d'information sur l'industrie de la pornographie. Juin 2022, table ronde sur la régulation de l'accès aux contenus pornographiques en ligne. Avril 2022, table ronde sur la protection des mineurs face aux contenus pornographiques. Décembre 2021, audition de M. Adrien Taquet. Novembre 2021, table ronde sur la situation des femmes et des filles en Afghanistan. Novembre 2021, audition de Mme Catherine Champrenaud et de M. Charbonnier, magistrat. Avril-novembre 2020, audition de M. Adrien Taquet. Juillet 2020, rapport d'information sur le bilan de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au sein de la famille. Travaux communs des commissions permanentes. Septembre 2022, prévenir la délinquance des mineurs, éviter la récidive. Septembre 2021, mineurs non accompagnés, jeunes en errance. Février 2020, signalement par les professionnels astreints à un secret des violences commises sur les mineurs. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, voilà une liste sans doute fastidieuse, mais pas exhaustive, des travaux que le Sénat, que les sénateurs ont menés depuis 3 ans relatifs à la situation des enfants. Pourquoi 3 ans ? Parce que 3 ans, c'est la date à laquelle notre collègue, Madame la Présidente Éliane Assassi, déposait une proposition de loi dans des termes similaire visant à créer une délégation aux droits des enfants. Cette proposition a été rejetée par le Sénat sur proposition de la Commission des lois et j'étais d'ores et déjà rapporteur. Pourquoi cette énumération ? Vous l'avez sans doute compris au propos de notre collègue Xavier Iacovelli qui dépose à nouveau cette proposition de loi parce que l'avis de la Commission des lois a été à nouveau défavorable. Et je ne souhaiterais pas effectivement que cet avis défavorable soit interprété comme un signal défavorable sur l'intérêt du Sénat face aux enfants. C'est pourquoi ce rappel du travail des sénateurs permet, à mon sens, 3 choses. D'abord, de rappeler que nous travaillons souvent, fréquemment, sur la situation des enfants. De travailler que malgré l'absence de délégation, nous travaillons aussi souvent de façon transversale et nous allons continuer à le faire puisque bientôt les délégations aux droits des femmes et les délégations à l'outre-mer va travailler sur la parentalité outre-mer. Et de rappeler que la création d'une délégation, mais je ne pense pas que vous souteniez cela, même si je n'adhère pas au propos de Clémenceau qui dit que pour enterrer un problème, il faut créer une commission, cette délégation ne résoudra aucun problème. Et nous le savons, ne serait-ce que parce qu'elle n'a pas, comme les commissions législatives, de pouvoir législatif. Alors, si cette proposition de loi et cette délégation n'a pas l'objet de faire travailler les sénateurs sur la situation des enfants, puisque nous le faisons déjà, si elle n'a pas pour objet de nous faire travailler de façon transversale, puisque nous le faisons déjà, et si elle n'a pas pour objet de résoudre une quelconque difficulté, puisqu'elle ne possède pas de pouvoir législatif. À quoi sert cette proposition de loi ? Eh bien, elle sert tout simplement à organiser différemment, à proposer une organisation différente du travail du Sénat. Je crois que nous l'avions déjà établi lorsque nous avions
étudié il y a 3 ans la proposition de loi de la présidente Éliane Assassi, et personne ne s'y était trompé, à commencer par la représentante du gouvernement à l'époque, qui avait indiqué clairement « La décision de créer une délégation parlementaire est un sujet éminemment parlementaire. Le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat », et je vois mal quelle autre position pourrait avoir d'ailleurs le gouvernement sur cette affaire. Donc nous sommes sur un sujet d'organisation de nos travaux. Là-dessus, nous avons des précédents. Nous avons, je vous le rappelle, un rapport de 2015, rapport qui avait été établi par les présidents Roger Carucci et Alain Richard sur l'organisation de notre travail parlementaire. Et ce rapport avait conclu à quoi? Il avait conclu à l'arrêt de la polysynodie, c'est-à-dire de la multiplication des instances parlementaires qui apportent plus de dispersion que d'efficacité au travail sénatorial. Ce rapport, il avait été déposé devant le bureau du Sénat, car en réalité, l'organe de l'organisation des travaux parlementaires, c'est le bureau. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale, qui vient de créer une délégation aux droits des enfants, l'a fait non pas en hémicycle comme nous sommes en train d'en discuter, mais par une décision de la conférence des présidents, qui est l'organe d'organisation de l'Assemblée nationale. Donc si nous souhaitons modifier cette jurisprudence qui est constante depuis 2015 et qui n'a pas été remise en cause par le bureau, je vous invite, ceux qui estimeraient nécessaire de créer cette délégation, de vous en référer au bureau pour renverser cette jurisprudence de 2015 et cette position qui avait été unanime et qui n'a pas été modifiée depuis lors. Demander au bureau d'examiner cette création de délégation, qui serait un nouvel organe de travail parlementaire, permettrait, je crois, de remettre à sa place le débat, car ne nous y trompons pas, nous parlons bien d'organisation de travail et nous ne parlons pas de la situation des enfants, ni de l'intérêt du Sénat porté à la situation des enfants, car sur ce point, l'intérêt du Sénat, et je crois que l'énumération de nos travaux le démontre, a toujours été indéfectible. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole revient maintenant à Madame Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Xavier Iacovelli, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Avant toute chose, je tenais à remercier le sénateur Xavier Iacovelli pour son engagement sans faille sur les sujets de l'enfance. Et je tiens aussi à remercier les signataires de cette proposition de loi qui nous permet une nouvelle fois, et je m'en réjouis, d'évoquer les droits des enfants et plus largement la politique de l'enfance devant votre haute assemblée. Beaucoup a été fait au cours du précédent quinquennat, avec en point d'orgue la loi du 7 février 2022, et je tiens ici à saluer le travail du Sénat, notamment sur ce texte et tous les travaux que vous avez rappelés, Madame la rapporteure. Beaucoup a été fait, mais il reste beaucoup à faire. Et les chiffres que vous avez rappelés, Monsieur le Sénateur, rappellent une triste réalité. Si on n'en retient qu'un, un enfant meurt tous les jours dans le cadre familial sous les coups de viol, sous les coups. Ce chiffre-là doit évidemment nous interpeller. Ils sont terribles, ces chiffres, et ils nous rappellent que malgré les moyens humains et financiers engagés sur les politiques de l'enfance, malgré les très nombreux acteurs engagés sur le terrain, départements, associations, professionnels de beaucoup de champs, les droits fondamentaux de nos enfants sont encore fragiles. Leur droit à la sécurité, leur droit à la santé, leur droit au bien-être et au logement ou encore à l'éducation ne sont pas encore aujourd'hui assurés dans notre pays. Face à ce constat, nous devons inlassablement débattre, échanger, réfléchir, agir, quelles que soient nos appartenances partisanes, quels que soient nos champs de compétences. Pour chaque politique publique menée, pour chaque texte voté, nous, femmes et hommes politiques adultes, devons faire l'effort d'intégrer cette dimension. Les droits de l'enfant, de nos enfants, sont-ils pris en compte? L'année prochaine, l'Organisation des Nations Unies évaluera la France au regard des exigences de la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous devrons être à la hauteur. Le pays des droits de l'homme, le pays des droits de la femme, doit démontrer qu'il est aussi le pays des droits de l'enfant. La mobilisation de tous est donc une nécessité, je dirais aujourd'hui une urgence.
Vous le savez, l'engagement du gouvernement est très fort. Le président de la République a souhaité faire de l'enfance et de sa protection un des sujets prioritaires de ce quinquennat. Cette priorité a été au cœur du premier comité interministériel de l'enfance au lendemain de la Journée internationale des droits de l'enfant. Avec la Première ministre, les nombreux ministres concernés ont déterminé 5 chantiers prioritaires et une quarantaine de mesures dont il m'appartiendra de coordonner la mise en œuvre. Je tiens ici à vous en présenter quelques-unes. La première des priorités, c'est bien sûr la lutte contre les violences faites aux enfants. Dès l'année prochaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, créera un office de police judiciaire spécialisé. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, publiera une circulaire de politique pénale accompagnant cette création. Le second chantier, c'est celui de la santé, en ce compris la santé mentale de nos enfants. C'est un sujet prioritaire et vous le savez, sur le terrain, c'est un sujet de grande préoccupation qui remonte à chacun de mes échanges, notamment avec les présidents des départements. Le ministre de la Santé, François Braun, a lancé hier les assises de la santé des enfants et de la pédiatrie qui permettront au printemps de définir des orientations très attendues. Troisième priorité, le numérique. Partout où sont nos enfants, nous devons les protéger, et notamment sur Internet. C'est pourquoi la loi Studer sur le contrôle parental sera effective dans les prochaines semaines. Nous lancerons à cette occasion avec Jean-Noël Barrot une campagne de communication pour accompagner les parents dans cette parentalité numérique si complexe. Mais au-delà de l'engagement de tous les ministres, je sais que vous serez sensibles, mesdames et messieurs les sénateurs, il nous faut renforcer notre action aux côtés des départements pour que les enfants les plus fragiles, notamment les enfants en situation de handicap ou ceux de la protection de l'enfance, aient un accès facilité à tous les dispositifs de droit commun. L'État doit être en effet plus fort aux côtés des départements et des acteurs de terrain. Il doit être présent en les accompagnant financièrement au travers des contractualisations, mais aussi en renforçant avec les préfets la coordination de l'ensemble des administrations et des services de l'État sur les sujets de l'enfance. La loi du 7 février 2022 a donné la possibilité d'expérimenter des comités départementaux de protection de l'enfance qui, sous l'égide du préfet et du président du département, peut réunir l'ensemble des acteurs engagés. Les fameuses directions départementales de l'emploi, du travail et de la solidarité, l'éducation nationale, la santé, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse, en présence de l'autorité judiciaire. Je crois beaucoup à la mise en place de ces comités départementaux qui correspondent à un vrai besoin de terrain pour améliorer la stratégie de l'offre, les contrôles et évidemment derrière tout ça, la qualité des parcours des enfants, notamment ceux en situation complexe. Et ce constat est largement confirmé par mes échanges avec les élus et les acteurs locaux. Je tiens donc à débuter cette expérimentation dès janvier prochain. Je souhaite maintenant souligner combien les parlementaires sont eux aussi très engagés sur les sujets de l'enfance. Ce débat en est une manifestation évidente, je l'ai dit. Depuis ma prise de fonction, il y a 6 mois, je le constate lors des travaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, récemment lors de l'examen du projet de loi de finances, mais également lors des rendez-vous que j'ai avec vous, et ils sont nombreux, et à l'occasion de mes déplacements sur le terrain. L'Assemblée nationale a fait le choix de créer en septembre une délégation parlementaire aux droits de l'enfant. Comme vous le savez, j'ai salué la création de cette délégation. Si aucun ministre n'a le monopole de l'enfance, moi non plus, il en est de même pour les travaux des assemblées et de leurs commissions. Le sujet de l'enfance peut en effet être abordé dans plusieurs commissions. Je dirais même qu'il doit être abordé dans plusieurs commissions. Celle des affaires sociales, naturellement, mais aussi celle de la commission des lois ou encore la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Les droits de l'enfant sont partout. Mener la transition énergétique, n'est-ce pas, avant tout préparer l'avenir de nos enfants. Ce sujet, faire des droits de l'enfant l'affaire de tous, mettre toutes les politiques à hauteur de nos enfants, me tient pleinement à cœur et je veille
tant au sein du gouvernement que sur le terrain, à favoriser les échanges entre les acteurs dans un souci permanent de partage de l'information et d'efficacité. Au sein du Sénat, la délégation aux droits des femmes, dont je salue la présidente et les membres, joue par exemple un rôle précieux en ce sens. Les travaux récents sur la pornographie l'ont fortement démontré et je m'appuie régulièrement dessus. Toutefois, je l'ai d'ailleurs dit aussi à l'Assemblée nationale et je le répète au Sénat, une création de délégation relève de l'organisation interne des travaux du Parlement. Je ne peux que m'en remettre à la sagesse de votre haute assemblée. Je voudrais renouveler ici ma volonté de travailler avec vous toutes et tous, et ce, quelle que soit la décision que vous prendrez à l'issue de l'examen de ce texte. Je sais que chacune de vos commissions, quel que soit votre vote, seront encore plus attentives à intégrer les droits des enfants à leurs travaux. Car je le sais, nous sommes toutes et tous pleinement engagés, et s'il y a bien un sujet qui doit nous rassembler, c'est celui de l'avenir de nos enfants. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est d'abord à Madame Mélanie Vogel pour le groupe Écologie Solidarité Territoire pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Bon, la question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui est assez simple. Il y a un nombre conséquent de sénateurs et de sénatrices de tous les groupes, presque, qui souhaiteraient, comme les députés, travailler sur la question des droits de l'enfant au sein d'une délégation dédiée. Est-ce qu'on pense que c'est utile, auquel cas on vote pour cette proposition de loi, ou est-ce qu'on pense que ça ne sert à rien et auquel cas on vote contre ? Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je crois que c'est utile et pourquoi les écologistes voteront évidemment ce texte. La demande de création d'une délégation sénatoriale aux droits de l'enfance est une demande de longue date des associations qui, dans ce pays, travaillent sur la question de l'enfance et qui est soutenue de manière transpartisane au Sénat. Pourquoi ? D'abord parce que la situation des droits de l'enfant en France, c'est pas glorieux. Inceste, pédocriminalité, violence, santé physique et mentale, pauvreté, alimentation, sport, handicap et inclusion, éducation, questions pénales. Il y a tellement de sujets qui doivent être regardés du point de vue spécifique des enfants. Je voudrais prendre un exemple, celui de l'inceste. Il y a 160 000 victimes d'inceste par an, c'est en moyenne 2 enfants par classe. C'est un phénomène massif auquel, à ce jour, aucune politique publique n'a su répondre. Je crois qu'il faut regarder les choses en face. On ne sait pas gérer, on ne sait pas faire. Le nombre d'incestes en France ne diminue pas. Et on ne sait pas faire en partie parce qu'on ne part jamais du point de vue des enfants victimes. On dit, par exemple, qu'il faut que les enfants parlent. Mais on ne prend pas en compte le contexte qui fait que les enfants ne parlent pas. Le système qu'est l'inceste, ses logiques propres, les logiques de son omerta sociale, ni les impacts que vont avoir le fait de parler pour les enfants ou les adultes qui le font. Puis on insiste sur la réponse pénale. Le problème, et c'est terrible, on aimerait tellement que ce soit si simple, c'est que la perspective de la prison n'empêche pas les incestes et la prison n'empêche pas les récidives. Aussi, sans partir du point de vue des enfants concernés, on construit des politiques publiques qui gèrent l'existant, des victimes brisées et des violeurs. On fait parler les enfants et on emprisonne parfois les autres, mais on ne fait pas baisser le nombre d'incestes en France. Et je crois qu'on ne pourra jamais construire de politique publique satisfaisante sans avoir mené un travail en partant du point de vue des enfants lorsque ça les concerne. Et c'est ce qu'une délégation permet. La création d'une délégation parlementaire dédiée à un sujet permet de se concentrer sur un point de vue qui, sinon, est noyé et au fond jamais pris en compte. Ça permet de creuser des sujets spécifiques via un travail d'information, d'enquête, de recherche, au-delà du travail législatif. Et c'est ce que les délégations qui travaillent montrent tous les jours. Toutes les raisons semblent donc réunies pour être favorables à cette loi. Pourtant, la commission des lois s'y oppose. Au motif, par exemple, que le sujet est déjà traité ailleurs, notamment par la délégation aux droits des femmes. C'est un problème. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui ne sont pas de futures femmes. Il n'y a pas que des femmes qui ont des enfants, donc on s'accordera sur le fait qu'il n'y a pas nécessairement un grand lien. Par ailleurs, bien sûr, il y a toujours un travail de commission sur les sujets de l'enfance, affaires sociales, loi, culture, éducation, et ça continuera. Mais éparpillés ici et là, nous perdons l'intérêt politique de créer un espace de travail qui prenne comme perspective première l'intérêt de l'enfant et qui réfléchisse aux différentes politiques publiques de ce point de vue. Le deuxième argument, c'est qu'il ne faut pas multiplier les délégations. D'accord. Mais enfin,
On a créé en 2014 au Sénat une délégation aux entreprises. Alors c'est très bien, j'ai rien contre la délégation aux entreprises, je suis sûre qu'elle fait un très grand travail, mais est-ce qu'on est en train de dire que les entreprises ont un besoin transversal d'être étudiées en dehors des commissions des Sénats sous peine d'être l'angle mort des politiques publiques et que les enfants non? Franchement, je ne crois pas que ce soit très sérieux. Alors aujourd'hui, que nos collègues, merci, à l'Assemblée nationale se sont dotés d'une délégation aux droits de l'enfant, je crois que montrer aujourd'hui notre soutien à cette loi participerait à montrer que le Sénat n'a pas une volonté perpétuelle de s'opposer à toutes les avancées sociales. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Dominique Théophile pour le groupe RDPI et pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. La proposition de loi de notre collègue Xavier Iacovelli propose d'inscrire dans la loi la création de délégations parlementaires aux droits de l'enfant à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle fait le constat largement partagé sur nos bancs comme dans la société civile que de nombreux défis restent à relever pour assurer le respect des droits de l'enfant dans notre pays. Ce n'est pas la première fois que des initiatives législatives sont prises en ce sens. En 2003, l'Assemblée nationale se saisissait déjà de cette question en adoptant, sans toutefois qu'elle ne prospère, une proposition de loi de Jacques Barrot et de Dominique Paillet. Plus récemment, en 2019, une proposition de loi du groupe CRCE était rejetée par le Sénat qui, suivant l'avis de la Commission des lois, avait estimé que notre Chambre se saisissait déjà pleinement de ces sujets et était en mesure de veiller efficacement au respect des droits de l'enfant. Si la proposition de la Commission n'a pas changé, la position de la Commission n'a pas changé depuis, comme en atteste l'avis défavorable de la rapporteure, le contexte politique, lui, n'est plus tout à fait le même. Je ne reviendrai pas sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement et encore tout récemment par la Première ministre. Vous le savez, Madame la Ministre, et vous l'avez rappelé quelques instants. Je rappellerai seulement, en faisant mien l'un des constats d'UNICEF France, la persistance d'inégalités tant sociales que territoriales, en particulier dans les quartiers prioritaires de la ville et les territoires d'outre-mer, qui empêchent un trop grand nombre d'enfants d'avoir accès à l'école, aux services de santé ou de protection. Vous savez mon attachement à ce sujet. Les arguments qui plaident en faveur de la création de délégations parlementaires aux droits de l'enfant sont nombreux. Une délégation, c'est un cadre à des travaux approfondis et transversaux sur des questions jusqu'alors inexplorées ou abordées de façon parcellaire. Je pense notamment à la santé mentale des enfants ou à la pauvreté infantile sur lesquelles il nous faut avancer. Une délégation, c'est aussi une visibilité supplémentaire offerte aux travaux du Sénat. L'écho médiatique dont ont récemment bénéficié les rapports de la délégation aux droits des femmes est là pour le prouver. La création d'une délégation aux droits de l'enfant au Sénat faciliterait par ailleurs les échanges avec l'Assemblée nationale et le Parlement européen et permettrait un meilleur suivi de l'application des lois. Elle alimenterait enfin, dans le respect bien sûr de la séparation des pouvoirs, la réflexion du gouvernement en vue notamment de l'envoi du rapport périodique de la France au Comité des droits de l'enfant des États-Unis, des Nations Unies. Ce sont ces arguments et ceux avancés tout à l'heure par notre collègue Xavier Iacovelli qui ont présidé à la création en septembre dernier d'une délégation aux droits de l'enfant à l'Assemblée nationale. Ce texte propose au Sénat de limiter en inscrivant dans la loi cette initiative parlementaire. Le groupe RDPI votera naturellement en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à la présidence Laurence Rossignol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 6 minutes. Je vais vous lire un petit extrait dont je vous dirai ensuite de quoi il est issu. L'article 43 de la Constitution établit au demeurant la compétence des commissions pour l'examen des projets et propositions de loi. Cependant, la fragmentation des compétences illustre le caractère transversal de la question de l'égalité des droits. Elle peut entraîner un défaut préjudiciable à une vision globale et constituer un obstacle. L'examen de textes successifs par différentes commissions peut ne pas pleinement permettre d'intégrer l'objectif d'égalité entre les sexes. Madame Jourda, ce que je venais de vous lire, mais bon, je comprends que ça, je n'arrive pas à capter votre attention,
Ce que je venais de vous lire, c'était le rapport de la commission des lois en 1999 lors de l'adoption de la proposition de loi, et non pas d'une décision du bureau, de la création de la délégation aux droits des femmes. Bon, il semblerait que parfois la commission des lois varie. Vous avez, Madame la rapporteure, égrené les différents travaux du Sénat, travaux législatifs qui ont concerné les enfants. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez démontrer en réalité. Que le Sénat examine les propositions de loi et les projets de loi concernant les enfants, moi, écoutez, c'est bien le moins quand ils arrivent sur son bureau. Que le Sénat, parfois même, propose des évolutions législatives, c'est bien le moins encore, c'est notre travail. Et puis enfin, vous avez cité abondamment les rapports de la délégation aux droits des femmes. J'en espérais pas tant. Justement, la délégation aux droits des femmes, à laquelle je participe depuis que je suis sénatrice, aimerait bien ne plus être chargée de s'occuper aussi de la question des enfants. Voyez-vous, le sens même de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'émancipation des femmes consiste aussi à nous émanciper de la charge mentale des enfants, y compris en délégation. Donc nous ne voulons plus de ça. Il y a exactement 98 ans, la Société des Nations adoptait la Déclaration de Genève sur les droits de l'enfant. J'imagine que si leurs auteurs assistaient à nos travaux aujourd'hui, à notre débat, ils seraient stupéfaits d'observer qu'une délégation aux droits de l'enfant au Sénat en 2022 rencontre toujours autant d'opposition, d'incompréhension et j'ai presque envie de vous dire d'ignorance. Parce que je crois que votre propos, qui n'est pas un propos sur la forme, je ne suis pas une petite poulette de l'année et il y a longtemps que j'ai compris que les débats de forme cachent en réalité des oppositions de fond. Et que la question n'est pas celle de nos travaux, de notre surcharge ou de l'organisation, mais est-ce que vous êtes ou non d'accord pour que les droits de l'enfant soient un sujet traité de manière permanente par notre Assemblée? Et je crois que vous ne savez pas ce que c'est que les droits de l'enfant en réalité. Les droits de l'enfant, ce sont d'abord ses besoins. Ses besoins dans leur approche multidimensionnelle. Les besoins de l'enfant et les politiques publiques qui vont garantir son bon développement, tant sur le plan social qu'individuel, tout en lui permettant de vivre pleinement ce temps privilégié qu'est le temps de l'enfance. Et créer une délégation aux droits des femmes, c'est affirmer la cohérence d'une stratégie globale pour l'enfance, une stratégie décloisonnée et dont l'objectif est de mettre en œuvre des politiques publiques favorables au développement de l'enfant dans ses 5 dimensions, qui sont physiques, affectifs, intellectuels, moteurs et sociales, et dans le respect de ses droits également. Les droits de l'enfant découlent de ces besoins fondamentaux des enfants. Créer une délégation aux droits de l'enfant, ici au Sénat, c'est nous doter d'une capacité d'expertise pour agir au plus près des réalités présentes des enfants et de leurs familles. Et c'est anticiper, pour s'adapter, les transformations familiales. Alors je sais que les transformations familiales ont un peu tendance à électriser cette assemblée et à créer des réactions un peu tendues. Pour autant, elles existent. Et ce n'est pas ici qu'on décide des transformations familiales. Ici, on ne fait que les accompagner et garantir que les transformations familiales respectent l'égalité des membres des familles et les droits de l'enfant. C'est ça notre travail. Ce n'est pas de nous y opposer. Les transformations sociétales, les transformations économiques, elles sont à l'œuvre. Et aussi, créer une délégation aux droits de l'enfant, c'est permettre de décloisonner les politiques publiques. Aujourd'hui, la politique de l'enfant sont sectionnées. Vous avez l'éducation, vous avez la politique familiale, vous avez le sport, vous avez la santé. Or, les besoins et les droits de l'enfant nécessitent une approche panoramique en appui justement sur son développement multidimensionnel. Un enfant, c'est la combinaison de différentes sphères de vie. Je sais que là encore, je vais choquer. On aimerait tellement que l'enfant ne soit que l'objet de sa famille, que seule la famille et les parents puissent avoir la main sur le développement d'un enfant. Mais ce n'est pas le cas. Un enfant, il est la combinaison de ses relations aux parents, de la vie à la maison, de la vie dans la ville, dans la nature, les loisirs, le sport, la culture, sa citoyenneté aussi, on en parle, sa protection contre les violences sexistes et sexuelles, contre les écrans, contre la pauvreté. C'est tout ça, la politique des droits de l'enfant. Et c'est tout cela que nous voulons, nous, sénatrices et sénateurs, modernes, accompagnant un mouvement commencé il y a 100 ans à la Société des Nations, traiter au Sénat. Nous voulons pouvoir apporter notre capacité d'expertise. Nous sommes le chaînon manquant entre les associations
et les politiques publiques. Il manque le Parlement. C'est la première fois que je vous entends, chers collègues, dire qu'en fin de compte, le Parlement doit se dessaisir d'un sujet ou d'une compétence en la laissant soit à la société civile, soit au gouvernement. Non, non, nous voulons une délégation aux droits de l'enfant. La parole ensuite est à Madame Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain, citoyen et écologiste. Et pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'enfant a le droit au respect de sa dignité et de son amour-propre, au respect pour chaque minute qui passe, comme l'écrivait le célèbre pédiatre polonais Janusz Korczak, inspirateur et précurseur de la Convention des droits de l'enfant. Le groupe CRCE, par son engagement constant en faveur des droits de l'enfant, s'inscrit dans une telle conception. Rappelons qu'en France, c'est par la loi du 9 avril 1996 que le Parlement français décide de faire du 20 novembre la Journée nationale des droits de l'enfant, initiative issue d'une proposition de loi des sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, adoptée le 14 octobre 1995 à l'unanimité. Aussi, nous soutenons la proposition de loi initiée par notre collègue Xavier Iacovelli visant à créer une délégation parlementaire aux droits de l'enfant, en souhaitant très franchement, mes chers collègues, qu'elle ne subisse pas le même sort que celle identique dans notre groupe rejetée le 20 novembre 2019 ici même. Alors pourquoi examiner à nouveau une telle PPL? Tout simplement parce que 33 ans après l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, ceux-ci ne sont pas toujours respectés en France. Dans notre pays, un enfant sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté, soit près de 3 millions d'enfants. En 20 ans, le nombre d'enfants de moins de 18 ans vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 16 à 20%. Ainsi, des dizaines de milliers d'entre eux vivent et dorment dans la rue. Nous ne pouvons ignorer non plus les inégalités en matière de santé, de logement, d'accès à l'éducation ou aux loisirs qui demeurent extrêmement conséquentes. Je ne peux ici qu'exprimer mon inquiétude et celle de mon groupe concernant des enfants étrangers nés en France ou ceux arrivés seuls ou avec leurs parents qui vivent des situations particulièrement difficiles, contraints à une vie précaire, placés en centre de rétention, expulsés avec leurs parents. Je tiens d'ailleurs à dénoncer le manque d'action de l'État face aux mineurs installés dans un campement à Ivry et depuis quelques jours devant le Conseil d'État. Le fait qu'ils soient étrangers ne peut en aucune façon expliquer, ou pire, justifier, cette situation intolérable et profondément inhumaine. Nous ne sommes pas dans la France de Zola, mais au XXIe siècle, mes chers collègues. Réveillons-nous, c'est inhumain. Et puis, en matière de justice, on assiste à un durcissement pénal depuis le nouveau code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, qui remet profondément en cause l'ordonnance de 1945 et la primauté des mesures éducatives. Un enfant est un enfant. Pour toutes ces raisons, nous devons agir. Le Parlement doit être à l'initiative d'une veille et d'un contrôle plus assidu du respect des droits des enfants. À l'heure des scandales qui éclatent sur les violences intrafamiliales, les agressions sexuelles, les incestes, nous devons ici au Sénat montrer une détermination sans faille afin de créer les conditions d'un travail rigoureux sur les droits des enfants. C'est ce qu'ont fait fort à propos nos collègues de l'Assemblée nationale le 13 septembre 2022. Examiner des propositions de loi, des projets de loi avec le travail spécifique d'une délégation ne peut être qu'un plus. Je le vois parfaitement, ça a été dit, dans la délégation aux droits des femmes, qui n'empiète aucunement sur le travail des commissions qui sont saisies au fond, tout en apportant une plus-value et une expertise. Et puis, le propre d'une délégation, c'est précisément de traiter des sujets transversaux. Je ne partage donc pas, Madame la rapporteure, vos arguments sur la rationalisation des structures ou le renvoi de la décision au bureau du Sénat. C'est fuir ses responsabilités, c'est donner une image rétrograde du Sénat. La France, pays des droits de l'homme, doit se montrer sur ce point exemplaire dans l'effectivité des droits de l'enfant et leur enrichissement. La protection de l'enfance est un sujet primordial que nous partageons ici sur le banc et avec Madame la Ministre. Une délégation aux droits de l'enfant serait un signal fort envoyé aux associations, aux enfants de l'ASE, à toutes les actrices et les acteurs impliqués sur cette question et qui veulent être entendus. Nous voterons donc cette PPL et j'espère que nos collègues hésitants vont nous suivre. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Philippe Bonnecarrère pour le groupe Union centriste et pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, après un certain nombre de présentations passionnées et ou enflammées,
nous voyons bien que nous sommes en train de reconstituer les débats de notre enfance ou les rédactions de notre jeunesse sur le thème du cœur et de la raison. Nous venons d'entendre nombre de voix du cœur. Il y a aussi une voix de la raison. Et je comprends qu'après la rapporteure, les voix de la raison seront moins appréciées que les voix du cœur. Parce qu'au bout du bout, quel est effectivement le sujet ? Est-ce qu'il y a un débat au regard de l'attention de chacune et de chacun d'entre nous à l'égard des droits de l'enfant? Ça, autorisez-moi à vous le contester totalement. Pour moi, il n'y a aucun débat de près ou de loin sur l'un ou l'autre des bancs, les bancs du Sénat. La préoccupation est la même. Il n'y a pas, pour dire plus franchement les choses, de débat entre des conservateurs ou des modernistes sur la question des droits de l'enfant. Il y a à cet égard une unanimité. Reste la question qui est quand même celle qui est au cœur de toute action publique, de savoir comment on traite les sujets et comment on essaie d'avoir l'action de la publique la plus efficace. Et là, il y a deux options, en ce qui concerne en tout cas les travaux parlementaires. L'une qui consiste à flécher une délégation spécifique au-delà des groupes d'études éventuels, l'autre qui considère que l'organisation parlementaire, par sa structure, par les commissions qui sont susceptibles de traiter des sujets, a déjà son efficacité. Les deux arguments peuvent effectivement se valoir. Pour prendre un mot qui a été utilisé par Madame Vogel, qui était le mot éparpillement, j'aurais failli utiliser le mot émiettement. Elle nous a dit n'éparpillez pas le sujet entre les différentes commissions. Vous voyez bien que vous avez besoin d'une délégation pour éviter cet effet d'éparpillement. Mais envers de cette situation, si vous créez sur chaque sujet transversal une délégation, alors vous êtes bien dans de l'éparpillement ou de l'émiettement, puisque vous émiettiez l'action parlementaire entre différentes structures. Et vous savez également, il n'est pas interdit de se dire les choses en toute réalité ou en toute vérité, chers collègues, qu'entre les débats dans l'hémicycle, en séance, le suivi des commissions, le suivi des délégations, vous êtes amenés les uns et les autres à courir après votre agenda et il y a aussi des limites à l'exercice. Autrement dit, je ne suis pas certain que la multiplication des délégations soit une réponse. Et plus particulièrement, j'aurais tendance à me méfier. Là, j'assume complètement cette responsabilité. Je me méfie de tout ce qui concerne les notions d'affichage. Madame Cohen a terminé son propos en indiquant qu'il fallait envoyer des signaux. Cette idée que la vie publique passerait par le fait d'envoyer des signaux, passerait par les journées mondiales de ceci ou de cela, est une idée que je ne crois pas pertinente. Ça, c'est des logiques d'émotion, ce sont des logiques de communication. C'est un peu parallèle, et il n'y a pas d'hasard au fait que cette question ait été à un moment évoquée dans les précédentes interventions, à la question de l'inscription de toutes les normes juridiques dans notre Constitution. À quel moment on est dans l'action publique, à quel moment on est dans l'affichage. Il me semble qu'il peut y avoir un abus des dispositions d'émotion ou des dispositions d'affichage, et c'est ce qui fait que majoritairement notre groupe, même si je ne vous le cacherai pas, parmi nos collègues, un certain nombre soutiennent effectivement cette idée de la délégation aux droits de l'enfant et l'ont portée depuis le début. Donc il ne semble pas, ma chère collègue, que des propos comme qui ont pu être ceux de la Madame la rapporteure ou de votre serviteur, demandant simplement à ce qu'on puisse travailler de la manière la plus raisonnable, la plus efficace dans notre Assemblée, doivent poser difficulté. Dans les arguments, s'il m'est possible, de faire sourire éventuellement notre président de séance, quand je regardais le rapport rédigé par Mme Jourda, je voyais qu'il était fait référence à un rapport du bureau sur les méthodes de travail du Sénat qui nous avait invités à éviter la dispersion des sénateurs et la polysynodie des structures. Je ne suis pas certain, cher président,
président Richard, qu'au-delà de votre érudition et de la référence aux événements qui ont pu marquer la mort de Louis XIV et les débats au terme de la police inaudite de la Régence, je ne suis pas certain que ce lexique soit suffisant à répondre aux préoccupations. Mais plus sérieusement, pour revenir à la question évoquée, notre Assemblée mène de nombreux travaux. Je ne reprends pas ce qui a été évoqué tout à l'heure par plusieurs intervenants. Donc il y a un contrôle soutenu sur les sujets les plus variés. Je ne veux pas rajouter encore des arguments, mais quand j'entendais, puisque j'écoute les collègues, M. Théophile, il y a quelques minutes, indiquer qu'il fallait avoir un meilleur suivi de l'application des lois dans le domaine des droits des enfants, mais vous savez bien que c'est une question qui est posée à l'ensemble de notre Assemblée, que celui de le meilleur suivi des lois. Cela vaut pour la question des droits des enfants comme pour tous les autres sujets. Donc je ne pense pas que notre Assemblée est à rougir de son travail continu. La multiplicité des travaux réalisés le démontre. Je ne pense pas qu'elle ait à rougir de sa capacité à assurer la transversalité au bout du bout. Chacun prendra bien sûr ses responsabilités. Madame Rossignol, par... Ah pardon, effectivement, je n'avais pas vu que je dépassais le temps de parole. Je vous prie de m'en excuser. Votre observation est parfaitement justifiée. Merci. Merci, chers collègues. Madame Benbassa a la parole pour le groupe des sénateurs, enfin pour les sénateurs n'appartenant à aucun groupe, et elle a 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, la création de délégations parlementaires aux droits de l'enfant se heurte une nouvelle fois au refus d'un grand nombre de nos collègues de la Commission des lois. Les raisons que celle-ci évoque, vous m'excuserez, sont peu argumentées. Comme en 2019, vous justifiez le rejet de ce texte par des considérations relatives à la méthode du travail parlementaire. Nous avons été élus pour porter la voix de nos concitoyennes, concitoyens et de nos collectivités. Les services de l'aide sociale à l'enfance sont saturés et manquent de moyens pour agir. Par exemple, en novembre 2021, un nourrisson âgé de seulement 13 mois est décédé, battu à mort par ses parents, alors même qu'il faisait l'objet d'un signalement et qu'il bénéficiait d'une mesure de protection de l'enfance. Ce drame aurait pu être évité. Je pourrais vous citer tellement de tragédies liées à l'inceste et à la maltraitance qui se finissent ou par un suicide ou par un coup mortel. En l'occurrence, la responsabilité de l'État est immense. Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales met en évidence un enchaînement de circonstances défavorables et de défaillances profondes dans le système de l'ASE. En plus de son dernier rapport accablant, la défenseure des droits Claire Hédon s'est saisie le 15 novembre dernier de la situation alarmante et préoccupante des mineurs placés dans le Nord et la Somme. Les juges des enfants de ces départements ont alerté sur le manque de places en foyer, sur des placements non exécutés, des mesures d'assistance éducative non prises en charge avec des délais excédant les 6 mois. Ainsi, une véritable rupture s'opère entre les enfants laissés pour compte et l'État largement désengagé. La défenseure des droits l'affirme, la protection de l'enfance n'est plus dûment assurée dans certains territoires. Selon la Fondation Abbé Pierre, un quart des personnes SDF aujourd'hui sont d'anciens enfants placés. Vous voudriez alors nous faire croire qu'il n'est ni légitime, ni efficace, ni cohérent de créer cette délégation parlementaire aux droits de l'enfant. Que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la santé, notamment depuis l'épisode de Covid, de la justice et aussi de la protection de l'environnement, les enfants ont une place à part entière dans nos politiques publiques. Engageons-nous réellement dans cette cause et créons enfin cette délégation qui serait une fenêtre ouverte du Parlement pour y faire entrer l'enfant à part entière, un organe d'action et de proposition. Je voterai ce texte et je remercie l'auteur de la PPL, M. Iacovelli. Merci, chers collègues. Donc la parole est à Mme Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocrate social et européen. Merci.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur l'auteur de la proposition de loi, mes chers collègues. Il y a quelques jours, lors de l'examen du budget, j'avais l'occasion de dire certaines difficultés auxquelles étaient confrontés les services qui gravitent autour de l'accompagnement de l'enfance, entre surcharge de travail, manque de moyens et de personnel, et un engagement de plus en plus conséquent face aux situations de plus en plus complexes et douloureuses. La protection de l'enfance demande autant de persévérance que de patience, et j'en profite pour rendre hommage à ceux qui s'y dévouent, souvent pour des salaires modestes et des emplois du temps éreintants. Je voudrais remercier Xavier Iacovelli de son initiative. Elle doit nous maintenir en alerte. On pourrait considérer que sur la forme, cette proposition de loi pose une difficulté, d'autant que notre groupe n'est pas toujours favorable à l'inflation législative. Certes, l'objectif poursuivi par ce texte pourrait être atteint autrement que par une loi, comme ça a été le cas à l'Assemblée nationale. Notre conférence des présidents pourrait se charger elle-même de la création d'une délégation aux droits des enfants. Mais à défaut, il fallait trouver un moyen de l'alerter. Cette proposition de loi le permet. S'agissant du fond maintenant, il est légitime de s'interroger sur la nécessité d'une telle délégation. Qui, dans cet hémicycle, n'est pas favorable à ce que nous portions une attention particulière à la question des droits de l'enfant? Évidemment, personne, et loin de nous l'idée de renier tout le travail réalisé ces dernières années. Il va de soi que la définition de l'intérêt de l'enfant peut varier d'un esprit à l'autre, mais sur les sujets les plus fondamentaux, nous savons être unanimes. Je pense par exemple au texte qu'avait porté notre collègue Annick Billon, la loi du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. Et chacun se souvient d'ailleurs de l'injuste traitement médiatique dont elle avait été l'objet. Il est clair qu'aujourd'hui, notre hémicycle a porté à ce moment-là une avancée significative dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, même s'il reste des progrès encore à faire. Aussi, pour revenir au texte du jour, notre rapporteur l'a souligné, le Sénat défend déjà et depuis longtemps les droits et l'intégrité des enfants. Nos nombreux travaux en témoignent. Notre rapporteur a pu refaire la liste non exhaustive des rapports et auditions de ces dernières années. Ça ne fait l'objet d'aucun débat. C'est un sujet sur lequel nous travaillons. Toutefois, malgré ces éléments, je n'irai pas dans le sens de notre commission. D'ailleurs, quelques membres du groupe de RDSE ont aussi co-signé cette proposition de loi. Au contraire, puisque c'est un sujet majeur, plutôt que de multiplier les initiatives et plutôt que d'éparpiller nos réflexions, pourquoi ne pas structurer cet ensemble au sein d'une même structure, cette délégation aux droits des enfants? Personne ici ne dira que les autres délégations déjà instituées manquent d'utilité et de légitimité. Elles permettent d'offrir des réponses et des analyses transversales, marquées par la spécialité et l'expertise sur une thématique, qu'il s'agisse de la décentralisation, de l'égalité des chances, des entreprises ou encore de l'outre-mer. Elles sont aussi des lieux de dialogue et d'analyse prospective de grande qualité qui viennent nourrir nos travaux législatifs. Alors pourquoi pas une délégation aux droits des enfants? Je n'ai aucun doute que cette nouvelle délégation trouverait toute sa place dans notre hémicycle. Aussi, notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi. Bien. La parole est à présent à monsieur Bernard Bonne pour le groupe des Républicains et pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. À l'occasion de la Journée nationale des droits de l'enfant, le 20 novembre dernier, l'UNICEF a publié des chiffres alarmants. En France, un enfant est tué par l'un de ses parents tous les 5 jours en moyenne, et l'association Enfants Bleus a pour sa part constaté une augmentation de 45% des appels de victimes ou pour témoigner de maltraitance sur des enfants en 2022 par rapport à 2029. Ainsi, force est de constater que si la France progresse en matière de protection des enfants, elle n'a pas encore réussi à éradiquer les violences faites à leur encontre et à faire respecter leurs droits. Quelques 3 millions d'enfants vivent en France sous le seuil de la pauvreté et les inégalités en matière de santé, de logement, d'accès à l'éducation ou aux loisirs demeurent bien trop conséquentes. S'ajoutent à cela de nouvelles formes de violences physiques, mais aussi morales, telles que le harcèlement, la maltraitance, la pédophilie, l'exploitation sexuelle dans le cadre familial bien souvent, mais aussi et de plus en plus dans le cadre scolaire
et ou médico-sociales. La situation est bien plus dramatique dans le monde. La guerre, la misère et la pauvreté, les inégalités et le changement climatique mettent en péril la vie de millions d'enfants. Ayons, mes chers collègues, en tête ces données très préoccupantes alors que nous examinons aujourd'hui la proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires aux droits de l'enfant. Plusieurs collègues l'ont ici rappelé, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989 et que la France a ratifiée en août 1990 qui garantit les droits interdépendants et inaliénables des enfants. Le texte vise la protection spécifique de l'enfant en tant que sujet de droit à part entière. Sont ainsi pris en considération le caractère vulnérable et la nécessité de développement de l'enfant. Il a ainsi droit à une identité, droit à la santé, à l'éducation, à une vie de famille, à un niveau de vie suffisant, droit d'être protégé de la violence, droit de s'exprimer, droit d'être protégé de la guerre, d'être protégé de l'exploitation, droit de jouer, droit d'avoir des loisirs. 3 protocoles facultatifs ont complété cet instrument entré en vigueur en 2014 et 2022. Ils concernent notamment l'implication des enfants dans les conflits armés et la nécessité de les protéger contre leur recrutement. Ils entendent également lutter contre la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie les mettant en scène. Pour en revenir au texte que nous examinons, je voudrais d'abord rappeler que ce n'est pas la première fois qu'une telle PPL est déposée sur le bureau des assemblées et parfois examinée. En 2003 déjà, elle avait été adoptée à l'Assemblée nationale mais jamais examinée au Sénat. La PPL que présente notre collègue Iacovelli reprend dans le texte une même PPL déposée en 2018, on l'a dit tout à l'heure, par notre collègue Éliane Assassi, qui avait été examinée et rejetée en séance le 20 novembre 2019. La rapporteure en était déjà notre collègue Muriel Jourda, et je regrette qu'une concertation au sein de la Commission des affaires sociales n'ait pas eu lieu avant le dépôt de cette PPL. D'autant qu'on peut légitimement s'interroger sur la nécessité de passer par un texte de loi. En effet, la création de délégations touche à l'organisation interne des travaux de chaque assemblée. Il n'est pas nécessaire de légiférer sur de telles dispositions. Laissons les membres du bureau décider de la création ou non de cette délégation. C'est leur rôle. Il est vrai que la question des droits de l'enfant est un sujet transversal qui impacte de nombreux domaines tels que l'éducation, la santé, la justice, la gouvernance. Vous le savez, j'ai l'an passé été rapporteur de la loi du 8 février 2022 relative à la protection des enfants. Nous avons constaté le manque d'efficience de cette politique au regard des moyens consacrés et avons fait des propositions concrètes. Certes, cette loi porte sur la protection des enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, mais au cours des nombreuses auditions que nous avons conduites, tous les acteurs rencontrés, particulièrement ceux agissant auprès des enfants, ont dit leur attachement à la mise en place d'une veille pérenne et indépendante sur la question de l'élaboration, de l'évaluation et du suivi des politiques publiques en faveur du droit des enfants. Je comprends qu'après la création au sein de l'Assemblée nationale d'une délégation aux droits des enfants, ces associations demandent que le Sénat fasse de même. En effet, une délégation aux droits de l'enfant a été créée à l'Assemblée nationale le 13 septembre dernier sur décision de la conférence des présidents. Mais force est de constater que les sujets sur lesquels la délégation souhaite se pencher ont déjà largement été traités par le Sénat. Je ne les listerai pas tous ici. Certains ont été conduits par la Commission des affaires sociales, d'autres par les commissions de la culture, des lois, de la Commission des affaires économiques, mais aussi par la délégation aux droits des femmes, et je ne les rappellerai pas ici. Ainsi, dans le droit fil de la révision constitutionnelle de 2008, c'est bien via ces commissions permanentes que le Sénat exerce son pouvoir de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Il n'est peut-être pas utile de multiplier les structures, le travail parlementaire ne s'en trouvera probablement pas plus efficace. Mais il convient que nos commissions, particulièrement la Commission des affaires sociales, continuent de se saisir de ces questions, car de nouvelles formes de violence concomitantes avec les usages de nos sociétés apparaissent. Madame la défenseure des droits et la CNIL ont récemment souligné l'urgence qu'il y a aujourd'hui à protéger les enfants des dangers du numérique. Je souhaite également que nous envisagions peut-être, via la création d'une mission d'information, d'étudier la réalité de l'application des lois de 2007, de 2016 et de 2022 relatives à la protection de l'enfant qui ne sont pas également mises en œuvre sur l'ensemble du territoire. Et je sais, Madame la Ministre, que vous y êtes très attachée.
Je sais, mes chers collègues, qu'une société qui ne sait pas protéger ses enfants dans un monde apaisé et rassurant est une société qui transige avec ses valeurs les plus fondamentales. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants et pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des Lois, mes chers collègues, au sein de cet hémicycle, notre intérêt pour les droits de l'enfant est unanime. Notre volonté d'offrir à tous les enfants les moyens de construire leur avenir demeure inaltérable et notre devoir d'éradiquer le fléau des violences qui leur sont faites, quelles que soient les formes qu'elles peuvent revêtir, est indéfectible. Pourtant, en France et dans le monde, les problématiques liées à l'enfance sont toujours d'une actualité brûlante et nombreux sont les défis qui restent à relever, comme l'amélioration de la situation des enfants atteints d'un handicap ou du sort des enfants migrants. Aussi, parce que la protection de l'enfant et son intérêt supérieur doivent être une préoccupation permanente du législateur, l'initiative de notre collègue Xavier Iacovelli mérite d'être saluée et je félicite le groupe RDPI d'avoir inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour. Comme son titre l'indique, ce texte a pour objectif de constituer une délégation parlementaire aux droits de l'enfant. L'article unique institue en premier lieu dans chaque assemblée une délégation parlementaire aux droits de l'enfant de 36 membres choisis à la représentation proportionnelle des groupes. En second lieu, il charge ces délégations d'assurer le suivi de la politique des droits de l'enfant et leur permet d'être saisies de projets ou de propositions de loi sur demande du bureau, d'une commission ou d'un président de groupe ou sur sa propre initiative. En troisième lieu, il prévoit la remise d'un rapport d'activité annuel comprenant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation. Enfin, il donne la possibilité à la délégation de l'Assemblée nationale et à celle du Sénat de décider de tenir des réunions communes. Une proposition de loi identique avait déjà été examinée au Sénat une première fois en 2019 et avait été repoussée. Or, depuis le 13 septembre dernier, l'Assemblée nationale s'est dotée d'une délégation aux droits des enfants composée de 36 membres. Cet élément nouveau nous incite à revoir notre position de 2019. En effet, la création d'un équivalent au Sénat permettrait, au cours de réunions menées conjointement, de faire bénéficier la question des droits de l'enfant de l'expertise des sénateurs, notamment à la lumière du rôle majeur que les collectivités territoriales jouent en faveur de l'enfance. Je pense notamment aux départements, chefs de file des politiques sociales et de la protection de l'enfance. Par ailleurs, une délégation aux droits de l'enfant pourrait avoir un angle d'approche différent de celui des commissions permanentes qui effectuent un remarquable travail légistique. Madame la secrétaire d'État, chers collègues, la création d'une délégation parlementaire aux droits de l'enfant faciliterait une démarche plus transversale pour traiter efficacement les multiples problématiques. Elle aurait aussi le mérite d'améliorer la connaissance des droits de l'enfant par les pouvoirs publics, tout en donnant davantage de visibilité à ces droits. Pour toutes ces raisons, la majorité du groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et en conclusion de la discussion générale, la parole est à notre collègue Laurent Burgoa pour le groupe Les Républicains et pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, nous le savons, l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Ainsi, je crois utile de rappeler que la création d'une délégation relève d'usage d'une simple décision du bureau. Et je crois également utile de rappeler que la loi du 15 juin 2009, ce n'est pas si vieux, avait supprimé pas moins de 5 délégations dans un souci de rationalisation des travaux parlementaires. À vrai dire, et c'est précisément fait, cette proposition est surtout révélatrice de ce que pourrait devenir notre vie parlementaire.
disons-le, nous ne manquons pas d'outils pour nous emparer des enjeux de notre société. Il y a bien sûr les propositions de loi et les amendements, mais aussi les commissions d'enquête et les rapports d'information. Ainsi, plutôt que de se saisir de l'un d'eux, aujourd'hui, à cette heure, nous discutons de la création d'une délégation plutôt que de débattre de solutions concrètes à des difficultés précises. J'ai bien conscience que cette proposition de loi peut se donner d'une certaine manière le bon rôle. Mais souvenez-vous, et j'en prends cet exemple quand j'en étais le co-rapporteur, que la commission des lois et celle des affaires sociales, à travers un rapport d'information conjoint, ont pu pleinement s'investir sur le sort des mineurs non accompagnés, par exemple, et donc formuler de nombreuses propositions. Ce travail transversal sur des problématiques précises existe déjà, et heureusement. En somme, je ne crois pas qu'imiter le travail parlementaire le rendra plus pertinent. Je ne suis d'ailleurs pas le seul, puisque le groupe de réflexion sur les méthodes du travail du Sénat avait recommandé en 2015 d'éviter une division trop importante de notre champ de travail. En créant cette délégation, on se ferait plaisir. Je n'en doute pas que l'on ne manquerait pas de communiquer dessus, mais concrètement, rien ne changerait. Or, c'est l'essence de mes propos. Le Parlement, au vu des dernières abstentions, est attendu sur cette question, celle de la traduction de son travail dans le quotidien des Français. Le travail parlementaire est reconnu pour sa qualité, c'est à mon sens indéniable. Mais les Français, peut-être comme l'auteur de cette proposition, sont las de voir nos rapports ne pas être pris en considération par un pouvoir exécutif qui pense seul les solutions à tous et connaître tout sur tout. Admettons-le, c'est difficile à vivre lorsqu'on est dans l'opposition, mais je ne doute que le gouvernement puisse parfois entendre raison sur des dispositifs que nous l'encouragerions à mettre en place. Je milite donc pour un Sénat qui persiste à être véritablement force de proposition, plutôt qu'un Sénat qui se renfermerait sur lui-même et qui, en l'instar de notre administration, se perdrait dans une succession de comités Théodule et perdrait ainsi sa souplesse. Pour ces raisons, mes chers collègues, je ne voterai pas cette proposition de loi ainsi qu'une grande majorité de mon groupe, les Républicains. Ce vote n'est pas le droit. Ce vote, Madame la Présidente, n'est pas contre les droits de l'enfant. Et je souhaiterais que certains dans cet hémicycle ne le réduisent pas à une position caricaturale contre les enfants. En effet, nos travaux sénatoriaux démontrent chaque jour le contraire. Je vous remercie. La discussion générale est close. La Commission n'a pas élaboré de projet de texte et nous passons donc à la discussion de l'article unique de la proposition de loi dans sa forme initiale. Nous allons nous prononcer sur cet article qui vaudra en même temps vote sur l'ensemble de la proposition de loi et je vais maintenant solliciter les explications de vote. Donc que chacun se fasse connaître et chacune. J'ai vu d'abord Madame Guillotin. Merci Monsieur le Président. Alors en fait, il existe, si j'ai bien suivi les débats, une délégation aux droits de la femme, une délégation aux entreprises, aux collectivités territoriales et bien d'autres, et j'en passe. Donc c'est bien que le bureau du Sénat, à un moment, a jugé qu'elles étaient utiles et capables de faire des choix. Est-ce que cela voudrait dire que les droits de l'enfant, eux, ne méritent pas une délégation, qu'il n'y a pas urgence à agir ou à s'emparer des différentes problématiques? Je ne le crois pas, puisque les différents travaux égrenés par la rapporteure, nombreux, ont montré qu'il y avait un intérêt visiblement à ce que le Sénat travaille sur ces sujets, et l'excellent plaidoyer de M. Beaune sur les droits de l'enfant en témoigne également. Alors, si cette PPL peut permettre d'être le véhicule pour lever les freins, visiblement, que le bureau a à faire de choix concernant les droits de l'enfant, pour ma part, en tout cas, je voterai pour, évidemment, cette PPL et j'incite tous ceux qui veulent s'emparer de sujets sociétaux au sein de cet hémicycle, effectivement, d'adopter et de voter pour cette PPL. Monsieur Bourgi, ensuite. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues,
Je vais prendre la parole pour dire 2 ou 3 petites choses que j'aurais voulu, que j'ai déjà dites en commission des lois, que je vais dire ici. À chaque fois qu'il y a eu un débat ces derniers mois, ces dernières années dans notre pays, que ce soit sur le mariage pour tous, sur l'adoption, sur la PMA, systématiquement, les représentants de la majorité sénatoriale ont mis en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, aujourd'hui, pendant que nous débattons de cette proposition de loi, je voudrais d'abord regretter l'absence des collègues de la majorité sénatoriale qui ne sont pas présents, alors que nous traitons justement des intérêts supérieurs de l'enfant. Première chose. Deuxième chose, dans notre Haute Assemblée, il y a les délégations. La délégation aux entreprises, la délégation à la prospective. C'est faire injure à la Commission des affaires économiques que de laisser à penser qu'avant la création de ces délégations, personne ne travaillait ici sur les entreprises ni sur la prospective. Donc l'argument de Madame la rapporteure, je ne le partage pas du tout. Ce n'est pas parce que les commissions permanentes travaillent sur un sujet que cela interdit le Sénat de créer une délégation spécifique. Enfin, je terminerai en disant que rendez-vous est pris. Peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, ce sera un membre ou une membre de la majorité sénatoriale qui proposera cette proposition de loi, qui la reprendra à son compte. Et à ce moment-là, les conditions seront réunies pour réparer cette erreur que nous allons peut-être commettre aujourd'hui si nous votons majoritairement défavorablement à la proposition de notre collègue Xavier Iacovelli, que je veux remercier pour cette initiative. Ensuite, la parole est à Madame Michèle Meunier. Merci, Monsieur le Président. Je voterai avec enthousiasme cette proposition de loi. En plus de tout ce qui vient d'être dit par nos collègues, quand on dit souvent sur nos territoires à la fin d'une inauguration ou d'une rencontre concernant le secteur de l'enfance, de la petite enfance, quand on répète le proverbe africain « il faut tout un village pour élever un enfant », soulignant par là et saluant le partenariat, la coopération, le travail ensemble, le regard croisé des différents acteurs qu'on retrouve sur le terrain de l'enfance, je ne comprends pas et je trouve ça pas digne de notre Haute Assemblée de rater ce rendez-vous qu'on nous donne encore aujourd'hui avec le texte de Xavier Iacovelli. Donc je regrette et je déplore. La parole est ensuite à Olivier Cadic pour une explication de vote. Merci Monsieur le Président. Nouvellement élu au Sénat, je me souviens avoir interrogé en 2015 la secrétaire d'État en charge de la famille d'alors, notre collègue Laurence Rossignol. Le petit Bastien venait de mourir après avoir été mis dans le lave-linge par son père sur le mode essorage. Comme nous toutes et tous, j'avais été profondément bouleversé par ce drame. Il mettait en lumière les carences d'un système qui avait failli à sauver un enfant d'une mort atroce. Je sais, comme vous, qu'il existe beaucoup d'autres Bastiens et que nous peinons à recenser tous ces infanticides, car il faudrait autopsier tous ces bébés morts prématurément de façon inexpliquée. La maltraitance des enfants ne s'arrête pas à nos frontières. À l'étranger, les familles françaises échappent parfois à la protection de l'enfance. Certains enfants perdent parfois tout contact avec l'un de leurs parents, comme nous l'avons souvent observé au Japon, par exemple grâce au travail de notre ancien collègue Richard Young. Les consulats ne peuvent évidemment pas, par faute de moyens et de formation, être le prolongement de l'aide sociale à l'enfance. L'aide aux victimes de violences, notamment familiales, est néanmoins développée petit à petit. C'est à notre capacité à protéger les plus faibles qu'on reconnaît une société civilisée. Avant de pouvoir agir, il faut connaître et mesurer l'ampleur du problème, le système mis en place pour y faire face. La création d'une délégation aux droits de l'enfant qui consacrera ses travaux à améliorer la protection des enfants me semble impérieuse. Je salue cette initiative de notre collègue Xavier Iacovelli. Je le remercie d'avoir cité d'ailleurs la proposition précédente de la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam, qui, comme moi, représente les Français établis hors de France. Et je voterai donc avec le même enthousiasme que certains collègues cette proposition de loi. Je vous remercie. La parole est au sénateur Iacovelli. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, je remercie déjà tous ceux qui ont pris la parole pour soutenir cette proposition de loi. Je reprends également les mots du sénateur Bourgui, du sénateur Cadic, Madame la sénatrice Meunier. Merci pour ces mots et je souscris complètement aux propos que vous avez tenus. Je voudrais juste reprendre quelques mots sur le mépris, pardonnez-moi
dans ce moment un peu sympa, les mépris qui ont été affichés sur l'affichage, sur une proposition du cœur. Non, en fait, je pense qu'au contraire, c'est une proposition de raison. C'est une proposition de raison, et notamment en nous appuyant sur l'argumentaire de la rapporteure qui a listé un certain nombre de travaux, d'auditions et de rapports, auditions et rapports qui ne font pas forcément une loi, je vous rappelle, mais auditions et rapports qui justement montrent que nos travaux sont nombreux au Sénat et que nous avons besoin de coordonner et d'avoir quelque chose de transversal. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'aller dans le mépris et de dénaturer les travaux des parlementaires et des initiatives parlementaires pour afficher peut-être quelque chose sur lequel vous êtes peut-être mal à l'aise sur votre position, je peux le comprendre, mais en l'occurrence, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller dans le mépris. Après, j'entendais aussi la question de la temporalité. Alors je l'ai entendu dans cet hémicycle, je l'ai entendu aussi dans les couloirs de cet hémicycle. Sur la temporalité, vous vous rendez compte, on ne va pas créer une délégation à 9 mois de renouvellement sénatorial. Et imaginez-vous qu'on pourrait s'en servir, parce que c'est quand même porté par l'opposition sénatoriale. Sincèrement, engageons-nous ici. Si le problème, il est de faire cette délégation en septembre ou en octobre 2023, engageons-nous ici, il n'y a pas de souci. Moi, tant que la délégation est créée, on peut attendre 2023 pour la créer. Mais n'arrêtons pas sur une question de temporalité. On est sur le droit des enfants, on n'est pas sur une question électorale et partisane. Et puis... moi, je reprends les arguments du sénateur Bonne qui malheureusement est parti. Il disait, oui, je pense qu'il faut le faire dans le cadre de la commission des affaires sociales, peut-être créer un groupe d'études dans le cadre des... Oui, très bien, c'est ce que j'ai demandé en 2020, ça m'a été refusé. Enfin, je veux bien qu'on ait le débat, mais on peut avoir le débat régulièrement. Si à chaque fois on refuse quand on fait des propositions, ne vous étonnez pas qu'on passe dans l'hémicycle au bout d'un moment pour demander l'avis des parlementaires. J'espère juste, en tout cas, que les consignes de vote seront respectées, parce que j'ai eu beaucoup de soutien de tous les groupes, y compris de la majorité sénatoriale, que je remercie. Je comprends qu'en étant un jeudi, c'est difficile pour certains d'être présents dans l'hémicycle, mais je sais que beaucoup soutiennent cette proposition de loi. Et en tout cas, j'invite tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ont les délégations de vote de voter correctement pour cette proposition de loi et de voter favorablement. Merci. Merci. Madame Rossignol, Madame la Présidente Rossignol. Oui. Madame la rapporteure et les représentants de la majorité LR sénatoriale nous ont invités à parler non pas des droits de l'enfant, mais de fonctionnement du Sénat. Alors c'est du fonctionnement du Sénat dont je vais vous parler dans mon explication de vote. Je me suis suffisamment exprimée sur la délégation. À la fin de l'édition générale, nous étions 34 en séance. Sur les 34 en séance, sur les 34 présents, 29 sont favorables à cette proposition de loi, 3 ou 4 ils sont hostiles. Sur les 8 groupes du Sénat, 6 sont favorables à cette proposition de loi, un groupe est partagé et un groupe est majoritairement hostile. Et par notre système de vote, par vote par scrutin public, malgré les chiffres que je viens de donner, il est possible que dans quelques instants, cette proposition de loi soit rejetée. Alors si vous voulez parler du fonctionnement du Sénat, je vous suggère là un beau sujet, c'est le respect du vote dans le Sénat. Les explications de vote donc, ont eu lieu. Je dois mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi. Le président de la commission des lois et donc Madame Dindar souhaite encore ajouter une explication de vote. Mais... Merci Monsieur le Président. Je suis désolée, j'avais demandé la parole, j'avais levé la main. Moi, je suis très favorable et je voterai pour cette proposition de loi. D'abord parce que je crois que les départements eux-mêmes attendent que nous travaillions sur ce sujet. Et puis, à La Réunion, l'université vient d'organiser avec le conseil départemental, avec l'ensemble des associations de la zone de l'océan Indien. Il y avait là aussi les représentants de Mayotte, un grand colloque sur les droits des enfants pour donner des chiffres qui sont très alarmants, principalement sur la scolarité des enfants, sur la méconnaissance des mamans, sur les grossesses précoces. Alors vous comprenez et vous comprendrez que moi, je suis personnellement favorable. Mais je dirais à mon ami Xavier qu'il n'y a pas de mépris pour en avoir discuté avec bon nombre de mes collègues de la part du groupe centriste. Beaucoup mettent surtout la forme
plus qu'au niveau du fond. Et donc, c'est peut-être pour cela que certains s'abstiendront ou voteront contre. Et donc, je voulais quand même faire écho de toute la discussion que j'avais eue personnellement avec beaucoup de mes collègues. Monsieur le président de la commission. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je remercie Madame Dindar, puisque le propos que vous venez de tenir était à peu près celui que je voulais tenir, car lorsque l'on parle de mépris de la majorité sénatoriale, puisque disons les choses, c'est ce que vous avez dit, on ne peut pas l'entendre. Pas plus qu'on ne peut entendre que le fond, la forme cacherait le fond, parce que nous aurions un désintérêt pour la protection des enfants. Je n'étais pas là en début de séance, je m'en excuse. Écoutez, il a été dit ici dans cet hémicycle que la forme cachait le fond, et laissant entendre par ailleurs que les gens de la majorité sénatoriale, en réalité, se fichaient, je fais très court, de l'intérêt des enfants. Je vous rappelle quand même qu'il a été rappelé le nombre de travaux qui ont été faits. Le dernier d'entre eux, d'ailleurs, est celui sur les agressions sexuelles des mineurs. Ils nous ont fait un très gros travail à la commission des lois et on a amélioré la défense, évidemment, heureusement, des enfants. La question ne se pose pas sur le fond. Elle se pose sur la fin. Je ne suis pas défensif, je n'aime pas, Madame la ministre Rossignol, les procès d'intention. Je n'aime pas les procès d'intention. C'est déjà le cas dans plusieurs débats, et je n'aime pas les procès d'intention. On peut être divergent sur certains sujets, mais les procès d'intention sont pour moi pas acceptables. C'est simplement ce que je veux vous dire. Voilà, maintenant, le véhicule n'est peut-être pas le bon, ça, les choses peuvent se rediscuter, mais la discussion de fond est ouverte.